Marronage traite des questions liées à la race, aux discriminations raciales, au processus de racialisation. Nous sommes dans un temps où d'autres sont passés avant nous. Et je crois que c'est important de le dire. Mais la spécificité de Marronage, c'est d'essayer d'aborder ces questions-là de manière autonome sans les lier nécessairement aux questions migratoires comme cela a pu être le cas par le passé. L'ambition intellectuelle aussi de la revue, c'est réellement de rendre identifiable un espace académique de publication scientifique sur les questions raciales en langue française et recherche qui porte sur l'ensemble du monde contemporain. Donc la revue est francophone, mais elle ne se limite pas dans les objets qu'elle traite au monde francophone. Il s'agit de rendre visible et accessible aux lecteurs francophones, donc en France, au Canada francophone, dans la Caraïbe francophone, en Afrique francophone, ailleurs où on parle français, les recherches publiées en langue française sur les questions raciales et les questions d'ethnicité dans les sciences sociales telles qu'elles se pratiquent aujourd'hui. Donc Marronage, c'est vraiment cette idée-là qui est au cœur. Créer un espace académique où on puisse discuter des questions liées aux discriminations raciales, aux questions postcoloniales, aux héritages postcoloniaux. L'idée, c'est vraiment de construire quelque chose de pérenne qui puisse s'insérer dans le champ académique francophone et qui puisse aussi prendre en considération les Suds. Les Suds, tels que je l'emploie ici, c'est pas les Suds géographiques uniquement, c'est les Suds dans toute une tradition intellectuelle critique qui remonte à Bandung, 1955, et tiers-mondiste, anticapitaliste aussi, et qui prend au sérieux toute cette expérience des peuples et des traditions colonisées. Marronnage, c'est un mot qu'on inscrit bien évidemment dans l'histoire de l'esclavage des plantations dans les Amériques, qui renvoie à une métaphore de rébellion, de résistance à l'esclavage de façon littérale, historiquement parlant, mais surtout l'idée intellectuellement dans le mot, donc pris comme métaphore, c'est l'idée pas simplement d'une impertinence, le mot sonne comme ça, il frappe, il y a quelque chose de percutant, mais il s'agissait pour nous de dire une volonté de se placer en retrait vis-à-vis des normes dominantes, des canons académiques, des querelles d'école, des querelles épistémologiques, des cloisons disciplinaires, et de faire un pas de côté sur le plan intellectuel pour inviter à un espace de créativité intellectuelle, scientifique et épistémologique, puisque le marron fait fuite, il s'en va, mais il construit aussi un horizon de possibles, dans des pratiques, dans une imagination de sa liberté, même s'il est aux marges. Et du coup, la revue veut inviter à publier des objets nouveaux, des réflexions émergentes. La métaphore du marronnage ne doit pas non plus laisser penser que la revue priorise la question noire sur d'autres formes de processus de racialisation dans le monde. Là, on a vraiment, c'est vrai qu'il y a un marquage historique et géographique fort du mot, mais en même temps, dans cette métaphore, il y a aussi l'idée de la circulation. Le marron traverse des espaces non contrôlés, non régulés par les institutions, en l'occurrence l'État, le plus souvent l'autorité. Et l'idée de sortir des sphères voilà, de domination scientifique et politique ne se réduit pas, on l'aura compris quand même, au monde transatlantique, c'est-à-dire Europe-Amérique. Il s'agit aussi d'ouvrir la réflexion à d'autres formes de racialisation. On a eu des propositions sur, par exemple, les racialisations en Corée. Donc on est ouvert
au monde non états-unio-centré, euro-états-unio-centré. Les résistances sont multiples. Hein. Bon, déjà, créer un espace autonome est une forme d'affirmation que un champ qui a longtemps été en marge ou ancillaire d'autres disciplines est à part un champ en soi que l'on doit traiter, quel que soit ce qu'on puisse en penser dans le débat public. Mais les résistances, elles sont sociétales. Bon, la question des discriminations raciales reste encore, quel que soit ce qu'on puisse dire, largement tabou dans notre pays et aussi dans beaucoup de monde francophone. Mais elles sont aussi académiques et cette fois-ci dans un sens plus institutionnel puisque il ne vous a pas échappé que enfin pas encore récemment, mais il y a quelques années, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'en est pris clairement aux travaux sur les questions touchant à la race de manière générale. Donc là, il y a vraiment un certain nombre de résistances qui s'expriment et bon, peut-être je serais un peu pessimiste, mais à mon avis, qui ne vont pas s'arrêter, puisque aux États-Unis, on observe, s'agissant des Critical Race Theory, le même mouvement de résistance. Mais je pense qu'on est quand même dans un moment spécifique actuellement, qu'il faut nommer, que je qualifierais de moment réactionnaire, qui ne se limite pas à l'espace français métropolitain, hexagonal, qu'on retrouve, comme l'a dit Lionel, aux États-Unis. Ce moment réactionnaire, quel est-il? C'est un moment de backlash dans la présence dans l'espace public et dans la légitimation dans l'espace public de discours réactionnaires, de discours ciblant paradoxalement les luttes antiracistes et les formes de dénonciation du racisme. J'en veux pour exemple toutes les polémiques régulières auxquelles nous assistons autour du mot wokisme, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis ou au Canada, mot valise dont on ne sait pas vraiment ce qu'il recouvre et qui ne fait pas l'objet d'un traitement scientifique, académique par quelques chercheurs travaillant sur ces questions que ce soit. Beaucoup veulent prétendre faire des recherches là-dessus, mais les gens qui travaillent sur les formes de discrimination, de racialisation, leur objet, c'est pas le wokisme. Alors oui et non, évidemment. On a essayé d'aborder différents spectres. Le racisme anti-asiatique, peu connu, et qui fait l'objet de plus en plus de travaux, mais aussi de contentieux. On a abordé la question du racisme anti-maghrébin, qui est dans une phase de procéduralisation importante à travers le concept d'islamophobie, qui a été utilisé comme une arme devant les juridictions, mais qui, avec le contexte actuel lié aux attentats, au terrorisme, est en recul. Et puis, on a parlé aussi de l'émergence, alors je suis un peu gêné de dire ça, mais d'un soi-disant racisme anti-blanc, qui est en fait une forme d'inversion où les dominants se trouvent dans la position de dominer. Et donc nous avons voulu essayer d'aborder ces différentes questions et le quatrième papier lié à l'Afrique du Sud est un peu un contrepoint à ça, un contrepoint de comparaison pour montrer en quoi la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sud-africaine ou les juridictions sud-africaines de manière générale ancrent l'étude et le traitement du racisme dans une histoire particulière à ce pays. Et je pense que c'est ce qui manque quand on parle de l'arme du droit, c'est vraiment intéressant parce que oui, le droit dans l'absolu pourrait lutter contre toute forme de discrimination raciale. Le problème, il me semble, s'agissant de la France, c'est qu'il manque encore
d'ancrer notre droit dans notre histoire spécifique du racisme et de l'antiracisme. Alors, là, en cours et en préparation, un dossier sur les conditions raciales de l'enquête, coordonné par 2 jeunes chercheuses en fin de thèse qui travaillent sur des objets différents, l'une sur la France et l'autre sur le Brésil. Il s'agit ici de questionner la place des chercheurs assignés racialement, qu'ils soient blancs ou noirs, maghrébins, asiatiques, et questionner la place de ça. Qu'est-ce que ça fait dans l'enquête, dans la relation d'enquête, dans l'ethnographie. Qu'est-ce que ça produit aussi en termes d'exigence de réflexivité? Et il n'y a pas de réponse uniforme à ces questions. L'intérêt d'un dossier comme celui-là, c'est que ce type de questions ont été posées sur le genre en France, sur le sexe, sur la sexualité même, dans des articles ou dans des dossiers parfois, mais sur la question raciale, quand on a quelques articles épars, et encore, ils sont très peu nombreux, on n'a pas de dossier en tant que tel qui pose cette question comme un objet de recherche pour les sciences sociales, notamment qualitatives, c'est-à-dire les pratiques de l'ethnographie et de l'entretien en particulier. On a un dossier, alors là, qui s'inscrit dans des débats scientifiques très vifs dans le monde anglophone sur le capitalisme racial, que Lionel coordonne avec Guillaume Johnson, qui est un autre membre du comité de rédaction. Et juste avant de laisser la parole à Lionel sur ce dossier, on prépare donc dans 2 ans un dossier, là encore, original et qui prend à bras le corps une question délicate, c'est celle des rapports sociaux de race dans le monde académique. Puisque si on prend au sérieux les processus de racialisation et l'idée que la race est un rapport social inscrit dans des rapports de pouvoir plus généraux, il n'y a pas de raison que le monde universitaire y échappe. Capitalisme racial, comme l'a dit Siliane, suscite depuis plusieurs années dans l'espace anglophone des débats importants. Il nous a semblé utile de susciter un appel à contribution, donc avec Guillaume Johnson, mais aussi Madeleine Walker, qui est historienne. Donc tout ça répond aussi à notre souci de pluridisciplinarité. Donc de susciter un débat en France sur qu'est-ce que ce concept pourrait nous aider à comprendre, mais aussi comment serait-il possible de le critiquer, de le dépasser dans un moment où, en réalité, beaucoup de travaux en France s'insèrent en fait dans cette généalogie tracée initialement par Cédric Robinson, mais pas que, on le montre dans l'appel à projet, mais c'est vraiment Cédric Robinson qui, le premier, essaye de poser un concept de capitalisme racial, montrant que le capitalisme s'accommode aussi de processus de racialisation et que la classe ouvrière n'est pas une classe nécessairement unie de ce fait. Et donc, l'idée, c'était encore une fois, de pouvoir dialoguer avec qu'est-ce que des auteurs comme Sayad ou d'autres en France pouvaient permettre de penser ou d'enrichir par rapport à ce concept-là. Alors, pour être très franche, et je pense ne pas trahir mes collègues, on ne se fait pas beaucoup d'illusions. Le projet quand même de la revue, c'est de contribuer à une démocratisation de l'accès au savoir sur ces questions. Et donc, on espère, notamment en rendant la revue libre d'accès, avoir des passeurs à travers nos lecteurs. Ce n'est pas une revue militante. Il y a suffisamment de revues militantes comme ça en langue française et certaines sont très bonnes. Nous, on veut transmettre les résultats de la recherche aux lecteurs. Et en rendant, déjà d'abord dans l'espace académique, puisqu'il s'agit de créer un forum académique, un espace académique de sciences sociales sur ces questions. Et on a en projet pour plus tard un podcast qui permettrait de faire le lien entre la recherche et
des lecteurs, c'est-à-dire que le podcast serait un point d'entrée vers la connaissance, puis vers la lecture, parce que des études ont montré que ça se passe beaucoup comme ça. Les gens écoutent des podcasts et ensuite vont vers des livres. Et nous estimons que cet outil-là serait un élément supplémentaire dans cette réflexion sur la démocratisation dans l'accès au savoir, en particulier des savoirs critiques sur une question qui est très très sensible d'une manière générale et en particulier en France.